Donc là-dessus, bah, déjà, ça a bien commencé, hein, les sessions de questions-réponses ou plutôt, je donne mes idées et je réponds là-dessus. C'est pour ça, comme, je l'ai dit, pour ceux qui viennent se connecter, on est là pour un lieu d'échange, n'importe quelle question. Il y a pas de questions idiotes, hein, comme on dit, la seule question idiote, c'est celle qu'on pose pas. On est là pour un échange, on a différentes entités. On peut avoir de l'entomologiste de présent, on peut avoir du technicien, on peut avoir du directeur, on peut avoir des formateurs ou autres. On est là pour échanger. Si on a des zones d'ombre, on va y répondre et si ça se trouve, vous allez m'apprendre quelque chose et je vais vous apprendre quelque chose. Donc n'hésitez pas à interagir. Il y a pas de souci. Maintenant, vous allez principalement utiliser le chat. Ne vous inquiétez pas, on arrive à vous lire et à répondre du tac au tac. Donc des fois, Julien aura plus, de réponses à vous donner ou Vincent aura plus de réponses à vous donner. Ce que vous avez en face de vous, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, personnellement, j'ai commencé dans ce milieu-là à mes 19 ans, après mon BTS dans l'environnement. Je n'ai été que technicien de mes 19 ans à 29 ans. J'aurai plus des réponses techniques, des réponses vis-à-vis à de problématiques clients et voilà, des trucs et astuces vis-à-vis de cet insecte. Voilà à peu près mon profil à moi. Julien, tu peux te présenter? Bah, bon, je vais me présenter, voilà. Après, je vis des noms déjà que j'avais côtoyés déjà. Moi, du coup, c'est Julien Mingua. Ça fait un peu moins de 10 ans que je suis dans le monde de la déradiation. À la base, je suis pas du tout de ce secteur-là. Je suis dans la pâtisserie, donc vraiment, ça n'a rien à voir. Je suis rentré là. C'est un métier qui a été un coup de cœur. J'ai été technicien pendant à peu près 3 ans et après, je suis passé responsable d'équipe. Puis en formation chez EasyPest. Comme je dis, hein, moi, c'est un métier qui est le coup de cœur, hein, parce que, bah, on voit des choses, tous les jours, on voit plein de choses différentes. Vraiment le côté, entre guillemets, «chat et la souris» que j'aime beaucoup, même avec les insectes, même si du coup, c'est plus le chat et la souris, c'est autre chose. Mais vraiment, je trouve qu'on a un secteur qui est passionnant, qui est toujours en pleine évolution. Il y a plein de nouveaux produits, il y a plein de nouvelles stratégies de lutte et tout et c'est vraiment un métier que je trouve vraiment, dynamique et ça, c'est chouette. Allez Vincent, je te laisse la main. Mais bonjour à tous. Voilà, moi je suis content d'être avec vous. En plus, je suis le petit nouveau là dans le groupe Easy qui participe à ce genre de webinaire, donc je suis très content. Donc moi j'ai commencé dans le secteur en 2011 par pur hasard parce que je suis chimiste de formation. Et en fait, ben, c'est juste un secteur merveilleux parce qu'en fait, comme on le disait en introduction, ben, on peut avoir des problèmes de nuisibles, mais chaque site est différent, que ce soit la problématique ou autre. Et donc, en fait, on se passionne très vite dans ce secteur. Et il y a plein de choses à apprendre. On peut utiliser des produits d'une manière ou d'autre. On a une boîte à outils de plus en plus complexe. On a une pression sur les produits. Donc, moi, j'utilise ma casquette un peu plus réglementaire et produit. Vous le comprendrez assez rapidement dans les différents webinaires. Et donc voilà, comme disait Marvin en introduction, n'hésitez surtout pas pour vos questions. Ici, le but de ce webinaire, c'est vraiment de faire un test avec vous. C'est un nouveau concept de questions-réponses, d'échange avec vous, pour être vraiment plus près du terrain de vos problématiques. Donc n'hésitez pas à poser un maximum de questions, que ce soit dans le chat ou que ce soit en amont quand vous avez reçu l'invitation. Et si ça vous plaît, s'il vous plaît, faites-moi un retour. Comme ça, on pourra faire des séances questions-réponses sur d'autres types de problématiques. Voilà, merci à OK. tous. Alors, Sarah, je peux répondre avec, le géranium. Le géranium, j'ai pas eu la chance de le manipuler quand j'étais tech. C'est-à-dire, j'ai, plusieurs amis à moi qui sont encore techniciens ou autres, qui manipulent le géranium. Généralement, je crois que tu me parles du géranium G10, le produit de pulvérisation. Heu, alors, Stéphane, c'est pas que ça marche pas, il y en a qui disent que ça marche. Il y en a qui disent que ça marche. Maintenant, pour moi, si un produit existe, c'est qu'il fonctionne. Ce que j'ai comme écho, c'est que ça peut fonctionner. Le problème du géranium, c'est un effet indésirable qu'on m'a décrit, c'est qu'il va laisser une odeur. À mon avis, c'est dû à l'huile essentielle de géraniol à l'intérieur, tu vois? Donc faire attention à ça. Des fois aussi, le géranium, je ne sais pas s'ils ont évolué dans l'étiquette, il y a écrit, faible délai de réentrée, ce qui veut tout dire ou rien dire. C'est-à-dire qu'il s'associe ton délai de réentrée au temps de séchage du produit. Maintenant, combien de temps il met ton produit pour sécher, ça dépend de tous les logements. Donc voilà ce que je n'aime pas trop comme information par rapport à l'étiquette. Mais ce produit de pulvérisation, il y en a qui me disent: «Il fonctionne bien». Pourquoi pas mettre ça en deuxième passage? Pourquoi pas en troisième passage? Mais il peut être très bien. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Et alors, comme l'a dit Marvin, à partir du moment où un dossier est autorisé, normalement, il doit y avoir un test d'efficacité en amont. Donc, je rejoins totalement Marvin, c'est que les produits que vous trouvez avec des AMM, ben, ils ont une autorisation, donc ils ont une efficacité qui a été prouvée ou démontrée.
Maintenant, tout produit ne fonctionne pas dans toutes les circonstances ou toutes les applications. Donc l'important, c'est de maîtriser chaque produit pour l'utiliser de bonne manière et sur les bons sites qui sont adaptés. De toute façon, on va On pas avait une première s'embêter dans les question, gammes je de vais laisser produits qui Marvin y existent. répondre. Hmm. En fait, moi, je voulais rajouter au niveau des produits, il faut pas s'embêter. Il y a des produits qui sont testés en laboratoire. Donc ça, c'est une chose. Il y a des produits qui sont testés sur le terrain. Maintenant, ça va être votre sensibilité. Moi, je suis pas quelqu'un, si j'entends l'écho de quelqu'un qui me dit, t'as vu, le Marvinator, il est totalement naze, faut pas l'utiliser. Bah là, je vais me dire, il a peut-être raison, mais j'aimerais bien l'essayer moi-même. Si ça se trouve, il n'a pas fonctionné dans certaines conditions. Et c'est peut-être pas les conditions que je vais retrouver. Donc, je pars du principe que tous les produits qui existent sont efficaces. Maintenant, ça dépend des conditions. Par exemple, s'il y a de la poussière, s'il n'y a pas eu de nettoyage, s'il y a un peu de graisse, s'il y a, je sais pas, un taux d'humidité dans la pièce, si par exemple, je sais pas, je te sors une bêtise, problématique de blatte, j'ai de l'humidité dans les bureaux, peut-être que mon produit aura du mal à, entre guillemets, bien s'accrocher, parce qu'il ne faut pas s'embêter. Il ne faut pas parier que sur les matières actives, il faut aussi parier sur le support. Vous avez des produits visqueux, vous avez des produits, des émulsions, vous avez des poudres mouillables. Ces supports aussi sont faits pour chacun de vos sites. Donc des fois, c'est pas le produit qui ne trouve pas d'effet, ça va être plutôt son utilisation qui n'est pas adaptée par rapport à la problématique que tu vois. Voilà, juste ça. Bah, là, moi, je vais rejoindre un petit peu Marvin et un peu ce qui s'est dit dans le chat. Je suis d'accord qu'en deuxième passage, moi, personnellement, ça me va très bien. Surtout que sur les premiers passages, j'ai préféré du micro-encapsulé. Après, c'est ma sensibilité, voilà. C'est ma base, voilà. C'est chacun a sa sensibilité différente. C'est vrai qu'en première intention, ça peut marcher. Je ne dis pas le contraire, mais c'est pas ce que je vais préférer. Après, moi, tout ce qui est produit bio, etc., l'avantage, j'aime beaucoup. Après, bio veut pas dire dangereux, ne veut pas dire pas dangereux, hein, je tiens à le préciser, parce que des fois, j'ai entendu, notamment sur le géranium, ouais, c'est bon, t'inquiète pas, c'est des plantes que tu peux utiliser sans EPI. Attention aux EPI qu'on doit porter, même si les produits sont bio. D'accord? Je veux quand même repréciser ça là-dessus sur la sécurité, parce que j'ai vraiment entendu des choses sur ce produit-là où les gens l'utilisaient pas correctement, donc tout est écrit sur l'étiquette, hein. Après, me semble-t-il que j'ai déjà vu des paquets où c'était écrit faible temps de réoccupation entre 2 et 4 heures. Voilà, il me semble avoir vu ça sur un des écriteaux une fois. Alors, je ne sais plus si c'est sur un des clients, sur l'étiquette exactement, mais en tout cas, il y avait une précision à un moment en termes de temps. Et Mais un bon point, effectivement, Julien, que tu as plutôt bien. Un bon Oui. point, Julien, que tu as relevé, c'est beaucoup de temps utiliser le terme de bio. Attention, quand on parle plutôt de solutions low tox, parce que tous les produits sont quand même toxiques, comme tu l'as très bien dit, qu'il faut porter les EPI. Et c'est pas parce qu'un produit a un profil toxicologique favorable ou moins fort qu'il n'a pas d'effet sur l'être humain ou sur les spectateurs. Un terme bio, je crois. Euh, C'est En ça, fait, il est on a d'origine des produits végétale. de gamme bio, mais après. Oui, en fait, en gros, si tu veux, il y en a qui font, vu par qui c'est vendu, ils partent du principe que tout est bio chez eux, donc en fait, ils font directement le lien. Limite, tu sais, c'est vert, c'est bio. C'est écrit en vert, c'est bio. Voilà, ils vont pas chercher plus loin. C'est là-dessus où je dis ça. euh, ça, je vois ça. Du coup, je propose de partir, comme on est bien parti sur le sujet des punaises de lit, hein, dans tout ce qui existe. On nous a posé des questions, et donc c'était Yvan Lecouet qui nous avait posé la question. Donc, vous savez qu'il existe des détecteurs, hein, des détecteurs de punaises de lit, donc, pour détecter l'hémoglobine. Donc, la question c'était, qu'est-ce que valent ces révélateurs? Et aussi, qu'est-ce qu'il en est de la détection canine par rapport aux traces d'excréments du PDL et autres? Donc, je ne sais pas, Marvin, si tu veux répondre ou. Bah, littéralement, si tu me parles par exemple du Blue Star, l'espèce d'élément que tu vas diluer dans un petit pulvé que tu vas pulvériser sur toutes les surfaces pour voir des traces entre guillemets de sang, ça peut être bien et pas bien. C'est-à-dire, c'est pas à 100% sûr, c'est un révélateur de traces de sang ou d'hémoglobine comme vous voulez. C'est-à-dire, je peux tout relever ou rien relever. Dans le sens où aller voir les traces de pourquoi pas au niveau des plaintes, des cachettes potentielles, vous doutez qu'il y a quelque chose derrière,
et n'allez pas vous fier à toutes les traces non plus. On est là, on essaye de révéler du sang, on n'essaye pas de révéler des phéromones de punaise ou autre. Donc on essaye plutôt de tracer un chemin de punaise pour voir potentiellement où sont les nidifications et vérifier s'il y a de la punaise de lit. Voilà. Faut juste faire attention à l'utilisation. Donc, La par question rapport à une était nouvelle par rapport à contamination, Yvan, il faut savoir que le produit, en fait, détecte vraiment donc l'hémoglobine ou le fer qui s'attache sur le sang. Et donc, c'est totalement non sélectif. À partir du moment où le sang est un peu plus vieux ou un peu plus récent, tu vas avoir une réaction qui va être plus ou moins forte. Mais par contre, le luminol, mais en fait, il va de toute façon réagir. Donc, effectivement, tu ne verras pas la différence entre une ancienne et une nouvelle infestation, entre une nouvelle présence ou une ancienne présence. Donc, effectivement, si tu as beaucoup de déjections qui sont anciennes, tu peux avoir potentiellement une même réaction qu'une seule déjection qui est vraiment plus récente. Et comme le disait très bien aussi Benjamin, le luminol, ça réagit aussi avec d'autres substances qu'on pourrait trouver sur un site, dont la javel et autres. Donc, il faut savoir que, voilà. Mais de nouveau, c'est un outil dans la boîte à outils et chaque outil a des limites. Donc là, le cas de la limite, c'est Mmh. effectivement, ben, ça aide à avoir un petit peu une zone où on détecte les nids par bioluminescence. Encore, il faut déjà mettre dans la pénombre, hein, sinon la lumière n'est déjà pas assez forte, on ne voit pas grand-chose. C'est pas non plus une lampe de poche, hein. Donc voilà, effectivement, ça a ses limites. Et je reviens aussi pour la question canine. Euh, donc, vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'études par rapport aux chiens. Et donc ça, c'est très important parce qu'en fait, les chiens pisteurs, ça va dépendre totalement de la race, mais aussi de la manière dont vous allez le former. Et donc, vous avez des chiens qui sont capables de détecter à la fois les déjections, à la fois les phéromones, dont les phéromones d'agrégation font partie, et donc qui peuvent parfois, donc il a été démontré que certains chiens peuvent détecter la différence entre un nid actif et un nid qui est mort, qui est plus ancien. Mais voilà, ce n'est pas le cas de tous les chiens. Et donc, pareil, je pense que les maîtres chiens qui forment leurs chiens doivent connaître les limites de leur formation et de leur chien pour pouvoir savoir s'il va détecter des nids, devoir inspecter en plus, ou si c'est vraiment pouvoir détecter, parce qu'effectivement, certains chiens peuvent aller jusqu'à la détection de la protéine de la cuticule. Alors, c'est pas que c'est pas Alors, fiable, ouais, mais voilà. simplement, c'est un sujet différent. C'est ça, c'est pas que c'est pas fiable, mais ça dépend énormément de l'entraînement de ton chien. Normalement, les chiens sont censés détecter, à faire la différence entre la punaise de lit morte, la punaise de lit vivante, etc. Mais est-ce que la formation est identique entre chaque chien? Ça va être la question. Le problème, c'est toujours la formation. Mais on n'oublie pas qu'on travaille avec un animal qui est vivant, le chien est un animal vivant, et bah, ça dépend de la formation, tout comme ça dépend de la formation du technicien. Je fais pas le lien entre le jeu de l'animal et le technicien, hein. J'ai pas dit ça parce que me faites pas dire ce que j'ai pas dit, s'il vous plaît. Ouais, En voilà, gros, c'est ça. exactement, Mais, Hélène, c'est ça en fait, hein. Ça dépend Si le toujours de la professionnel qui personne. conduit son chien est fiable et connaît bien son chien, il va exactement savoir comment réagir, savoir s'il doit en plus contrôler les nids ou pas, savoir exactement s'il est formé à détecter les punaises vivantes uniquement, et donc il va savoir faire son diagnostic. c'est exactement ce Moi, que dit Hélène, hein. C'est la conduite, c'est le maître, le conducteur final, de toute façon, qui va aller normalement valider la présence ou pas de punaise de lit en allant chercher lui-même. C'est pas juste le chien, il a senti, chouette, il y a un truc là. Non, ça marche pas comme ça. Il y a quand même de l'investissement aussi du propriétaire qui doit aller chercher. Le chien est un outil, comme le True Detect est un outil, comme le Blue Star est un outil. On doit aller au bout de la chose pour aller confirmer humainement, visuellement la chose. On ne doit pas juste s'arrêter à dire ouais, il y a peut-être un truc ici. Non, ça marche pas comme ça. moi, j'ai une question à poser à tous ceux qui sont connectés. Sur toutes vos interventions punaise de lit, qui recommande d'enlever les anciennes traces de déjection à la fin d'un traitement? Est-ce que vous Oula, bonne pensez à faire question. ça, s'il vous plaît? Bonne question. OK. C'est pas une question piège, hein, c'est vraiment une question comme ça. Il y a longtemps, oui. T'as as peut-être abandonné parce que personne ne le faisait, tu vois? Bon, je comprendrais. Mais, tu vois, il y a aussi ça. Rarement j'ai vu des protocoles ou des supérieurs dans les boîtes que j'ai fait me dire: «Ouais, en recommandation, il faut dire au client qu'il enlève les anciennes traces de déjection». Si tu les enlèves pas, le problème, à chaque fois qu'un technicien ou qu'un commercial ferait un diagnostic, on se fierait à ces traces-là. Mais tu es discipliné, je vois des traces de déjection, bah, pour moi, il y a de la punaise et cetera et cetera. Il faut toujours recommander de nettoyer ces traces-là.
et de l'écrire sur vos rapports d'intervention. Je parle aux techniciens et je parle à tout le monde, en fait. Il faut que vous le demandiez et expliquer pourquoi il faut le faire. Après, jeter le lit, je suis pas fan, non. Le jeter, alors je sais, je connais pas le niveau de ce que tu parles, mais il y a beaucoup de techniciens des fois qu'on j'appelle ça la jetité du il y a 3 punaises de lit, on jette. Non, les gens ont pas forcément le moyen. Notre rôle, il est pas là. Si on peut nettoyer et récupérer le matelas, autant le faire. J'ai envie de C'est te vraiment ça notre job. Jeter pour jeter, non. Et puis ce que dit Marvin, c'est bien parce que combien de fois, voilà, tu as des anciennes traces de punaises de lit, il y a une suspicion, tu te pointes, tu vois que c'est des anciennes traces, tu fais quoi? Ça c'est commence à être ça, c'est compliqué. grosso Et puis modo, pour répondre à Nadia, pourquoi tu nettoies d'anciennes traces de nidification? Pourquoi tu demandes ça à ton client à la fin d'une intervention? Pour au cas où si ça revient, qu'on n'aille pas confondre avec ces traces-là, de dire: «Bah, en fait, c'est là, en fait, c'est ci, en fait, vous avez ça de punaise de lit alors que c'est le début d'une infestation», et cetera, et cetera. Ça t'aide à quantifier ta nouvelle infestation. Voilà pourquoi tu recommandes d'enlever ces traces de nidification. Voilà. Maintenant, ouais, Stéphane, pour tout ce qui est de jeter quelque chose ou autre, moi, je vais juste dire un truc. C'est la sensibilité du technicien ou, de l'entité 3D. Si tu vois que c'est pas récupérable, on le conseille. C'est pour ça, je comprends quand tu précises à Julien, c'est pour les grosses infestations. non, Il y non, en a vraiment je le trop de comprends. traces ou autres, là, faut enlever ça. Je fais la différence avec le matelas qui est complètement mort, même pour des raisons sanitaires, et le matelas qu'on peut récupérer. C'est juste ça. Mais je vois beaucoup de sociétés où dès qu'il y a 3, 4 punaises de lit, ils conseillent de tout jeter. Ça, Ouais. c'est juste ça en fait que je voulais dire. Ou attention, qu'on conseille de jeter, il faut quand même faire preuve de prudence avec ça. En plus, comme l'a dit Maxime, ça peut t'amener à payer le remplacement des cadres, etc., etc. On peut aller très loin là-dedans. Donc faites attention quand même. Jeter quand c'est trop, quand il y a des problèmes sanitaires, on peut le comprendre. Maintenant, quand le matelas, il est tout blanc, tout propre et que tu as juste des punaises de lit dans les coutures, faut peut-être pas aller dedans à dire jeter. Déjà, passer un bon coup d'aspirateur, aller faire un bon traitement thermique et puis après, on va regarder comment ça se passe. Peut-être qu'il est récupérable avec un extracteur, ça peut se faire. Après, voilà, Ouais, la version anti-punaise, après, ça contient même évacuer plus du de chances. mobilier ou autre. Mmh. Vas-y, Julien, vas-y, vas-y. Non, non, je dis parce que là, après, j'ai vu, après, je leur dis de mettre une housse anti-punaise en prévention, c'est bien, c'est une bonne chose. En fait, les housses, ça va te protéger le mobilier en question. Tu as des housses pour sommier, tu vas protéger un sommier. Tu as des housses pour un matelas, tu vas protéger un matelas, mais ça ne te protège pas de la punaise de lit. Donc c'est vrai, il y a cet effet quand même psychologique, on se dit: «Ouais, voilà, là au moins ça va jamais toucher le matelas ou autre». Des trucs et astuces. Nadia, tu veux quoi comme truc et astuce? Je réponds à tout. Là, vas-y, j'y vais du tac au tac. Mais grosso modo, pour évacuer quelque chose, un matelas, un sommier ou n'importe quoi, ou juste enlever cette toile qu'il y a sous les canapés, les fauteuils. Nombreuses fois, je me suis fait avoir où, à chaque fois on se mangeait, il a détérioré mon mobilier, c'est pas normal. Ça, je l'écris, je le fais signer si c'est moi qui le fais, mais principalement, je demande au client de le faire et je lui donne les bonnes conditions pour évacuer quelque chose. Mais je le ferai jamais moi-même et ça évitera tous ces soucis qu'il y a derrière, tu vois? Mouais, c'est pour ça, je parle d'acétone ou autre, ou la vapeur, ça fait le taf aussi. Mais on va essayer surtout d'atténuer ces traces-là. On veut vraiment, ne pas confondre ça avec une future infestation ou autre. Donc essayer d'atténuer au maximum ces traces de déjection, voilà. Une alternative au Simex Eradicator, il y en a plein, il y a énormément de fournisseurs qui te proposent, des machines vapeur. Si tu me parles de machines vapeur, tu vois, par exemple, chez Saneo ou je crois, tu as aussi Ansistex qui te propose d'autres machines, voilà. Des machines où tu es pas forcé d'attendre Ta que ta chaudière. machine te fasse une dépression pour la re-remplir. Tu as des machines que tu peux re-remplir au fur et à mesure, tu vois? Non, c'est un très bon point parce qu'en fait, beaucoup partent sur le principe de la grosse chaudière en se disant: «Tiens, il faut un gros appareil». Mais vous savez qu'il existe des petits appareils à vapeur qui sont portables à main. Alors effectivement, ça fait moins professionnel, mais si à chaque intervention vous brûlez les nids, en fait, vous allez brûler les œufs et donc vous pouvez faire une combinaison entre le non chimique et le chimique pour arriver au bout de l'infestation de manière facile et sécurisée. Ça dépend, ça dépend. Il te faut une machine qui va te faire en sortie de buse un certain degré. Allez, moi, je sais pas, il me faudrait, je sais pas, par exemple, la Simex, elle est à quoi? À 180 degrés en sortie de buse.
parce qu'on veut donner la meilleure condition de chaleur sur tous les éléments, derrière une plate, derrière une prise, tout ce que tu veux, tu vois? On veut le maximum de chaleur. Maintenant, il me faut aussi une machine qui me garde cette chaleur au fur et à mesure du temps. Par exemple, si je te prends le Steam One qu'il y a chez moi pour, le défroisseur vapeur ou autre, c'est pas une machine qui va me durer dans le temps, tu vois? Voilà aussi ce qu'il faut regarder. Littéralement, prenez les caractéristiques qu'il y a sur la Simex Eradicator et embêtez-vous pendant 1 ou 2 heures à comparer ça avec les autres machines. Si vous en trouvez une autre qui a les mêmes conditions, pourquoi ne pas l'utiliser? Tu vois? Après, l'idée, c'est quand même d'utiliser de la vapeur sèche. Un petit conseil que je donne, parce que si vous pointez avec de la vapeur humide sur le papier peint, ça va vous faire un drôle d'effet. Parce que le papier peint, tu conseilles pas de l'enlever? Ah bah, du coup, là, si, tant que tu as commencé, vas-y, hein. Au moins, quand tu as commencé à faire la moitié du papier peint, tu peux y aller. Vas-y, fais-toi plaisir. Mmh mh. Maintenant, en fait, le seul secret de ce milieu-là, que ce soit des produits ou des machines, c'est ne pas s'arrêter à un seul fournisseur. Comparez tout, intéressez-vous à ce qu'il y a de disponible dans ce milieu-là. Moi, il y a des choses que j'aime chez Armoza, il y a des choses que j'aime chez Edialux, il y a des choses que j'aime chez Saneo. Je ne m'arrête pas à un seul fournisseur. Je fais mes armes sur plusieurs choses et c'est là que je trouve que ça va être une force parce que tu ne t'arrêtes pas qu'à un seul élément. Tu vas tout comparer, tu vas prendre ce qui t'intéresse, tu vois? Et alors en plus, on parle tous de la chaleur, donc de montée en température. Il existe maintenant chez la plupart des distributeurs également des sprays cryo qui marchent très très bien aussi, hein, Mmh mh. qui Et sont plus Franck, faciles je parfois à je vois que transporter. tu partages la machine que j'ai trouvée. Merci Franck. En gros, cette machine-là, la Polti Vaporetto, je me suis embêté avec, pendant une après-midi ou autre, à chercher une machine vapeur qui fait de la vapeur sèche, une machine de désinfection pour, voilà, qui me tient à un certain degré, qui fait de la vapeur sèche qui tienne et j'ai trouvé la Polti Vaporetto EcoPro. OK. Elle fait 2 litres. La Simex Eradicator, la seule différence entre la Simex Eradicator et celle-ci, l'Eradicator, elle fait 2 200 watts. Celle-ci, elle fait 2 000 watts. Donc j'ai peut-être pas 180° directement, j'ai peut-être 140 ou 160. Est-ce suffisant pour tuer de la punaise? Je pourrais dire oui. Voilà. Maintenant, Franck vous a mis le lien, comparez ça. Prenez les informations et comparez. Moi, je suis pas là pour vendre quelque chose, mais il a foutu le lien, le gros copier-coller qui tue sur le chat. Donc moi, je vous invite juste à prendre quelque chose. Vous avez une machine, vous avez quelque chose, regardez les caractéristiques et trouvez quelque chose qui vous convient. C'est tout. On ne parle pas de produits biocides, je vous parle d'une machine de désinfection. Cherchez une machine de désinfection qui fait ça. Vous Tout voyez ce à que je fait, veux dire? tout à fait. Mais je me suis vraiment ennuyé une après-midi à chercher ça pour vous, hein, pour tous les stagiaires que j'ai en formation. Vous pouvez me dire merci là-dessus. Merci Marvin. Heu, Alors, on avait une autre question, comme ça on change une fois, de Justin Windsor. Donc, c'était par rapport donc, je reprends la question. Les fiches techniques des pesticides évoquent régulièrement la notion de rémanence longue ou courte, mais il n'y a jamais une indication de durée, heure, jour ou semaine. J'imagine que la notion de nature du support doit rentrer en compte. Ne serait-il pas possible d'avoir une idée de ce qui signifie la rémanence courte ou longue? Alors là, je vais vous répondre d'abord sur plusieurs éléments. Donc, n'oubliez pas déjà une notion importante, c'est les pesticides, c'est une définition générale qui regroupe à la fois les produits phyto, donc les PP, à la fois les produits biocides. Donc ici, sur la gamme des biocides, il faut savoir, comme je l'ai dit en amont, c'est que à partir du moment où un produit biocide a une AMM, ça veut dire qu'ils ont dû fournir un test tox, un test écotox, donc tox, toxique pour l'être humain, et écotox pour l'environnement, et également un test d'efficacité. Sinon, ils ne savent pas avoir d'AMM. Et donc, à partir du moment où ces éléments-là ont été donnés, d'accord, on fait des tests laboratoires et des tests terrain. Quand vous avez une rémanence qui est inscrite sur un papier, par exemple, on va vous dire, oui, rémanence exceptionnelle de 3 mois, mais généralement, c'est une rémanence laboratoire. Donc, qui sont faits sur des. Alors, ça peut être sur plusieurs éléments, sur plusieurs supports, mais souvent, c'est sur des carrelages. Hein, donc, c'est des supports qui sont non absorbants. Et effectivement, on peut avoir une rémanence qui est très longue. Il faut savoir qu'en pratique, on est de l'ordre de un quart de la rémanence qui est suggérée en laboratoire, parce que vous allez se retrouver dans un environnement où il y a peut-être de la poussière,
ou il y a peut-être simplement un support absorbant. Donc voilà. Donc si vous êtes à un tiers, voire même un quart de la rémanence commerciale, on va appeler des tests laboratoires, je pense que vous êtes bien. Et puis ça va dépendre. Moi, je voulais juste faire une distinction aussi entre la rémanence de la substance active, donc le fait que la substance active en contact avec un insecte va avoir son effet biocide, et le fait que cette substance active, dans sa formulation, arrive en contact avec la cuticule de l'insecte, si on est en contact au niveau cuticulaire. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, si vous pulvérisez et qu'il y a de la poussière, et que la poussière n'a pas été aspirée en amont, mais même après quelques jours, même pas une semaine, vous devez savoir que l'insecte qui va marcher là-dessus, si le support était enfin, le produit était absorbé dans le support et ou dans la poussière, en fait, l'insecte il va passer dessus sans se charger de la substance active. Donc la substance active, on peut dire qu'elle a toujours une activité, qu'elle est toujours rémanente, mais elle n'est plus en contact avec la cuticule, donc elle ne va pas infecter le système nerveux de l'insecte et elle ne va pas avoir son effet biocide. Donc voilà, il faut vraiment différencier tout ça. Donc moi, j'ai envie de vous dire, surtout, ben, c'est un peu comme tout le reste. Faites surtout votre notion vous-même sur le terrain. Moi, généralement, je pars sur les rémanences les plus fortes. On est sur 3 semaines. D'ailleurs, on dit quand on a une grosse infestation de blattes, on dit toujours que quand on met un produit rémanent en pulvérisation, en nébulisation, on attend 3 4 semaines minimum avant de mettre du gel pour ne pas avoir l'effet répulsif avec l'effet attractif du gel. Voilà. Généralement, on est sur 3 4 semaines maximum. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Vincent parce qu'il y a une chose qu'il a dit qui est extrêmement intéressant. Il ne faut pas oublier qu'on demande au client d'aspirer la pièce et son contenu, etc. Si vous intervenez sur une zone qui est poussiéreuse, sur une pulvérisation, etc., votre rémanence, je ne vais pas dire qu'elle est pas bien, mais ça ne va pas être incroyable. Donc vraiment, il faut vraiment que tout soit nettoyé avant que vous interveniez. Parce que ça va jouer sur l'efficacité de votre traitement. Encore une fois, on revient sur les préparations de si l'appartement n'est pas préparé et pas nettoyé correctement, ça risque d'anéantir. Voilà, je augmente le mot, mais mon traitement, ça risque de fortement le rendre inefficace. Merci. Il y a des commentaires supplémentaires avant de passer à la dernière. Ah. Là, je vous mets, moi, ce que je préconise lors d'un traitement. Un nettoyage la veille au soir. Pourquoi? On intervient pour de la punaise de lit dans l'environnement, généralement chez l'homme. Voilà, que ce soit une chambre d'hôtel, un appartement, une maison, tout ce que vous voulez, un foyer ou autre. Je ne sais pas ce qui se passe chez l'homme. Même si je préconise des choses, je ne sais même pas s'il va les respecter. Je n'en sais rien. Il peut me dire, ah, j'utilise pas de produit, manque de peau, je vois quoi? Une bouteille de 10 grains sur le buffet ou j'en sais rien. Même s'il me dit qu'il l'utilise pas, j'en sais rien. Je ne sais pas. Dans tous les cas, un traitement thermique, je préconise aussi le nettoyage la veille au soir. Pourquoi? Si j'utilise de la chaleur, est-ce que la chaleur, je vais avoir un effet optimal sur de la poussière ou entre guillemets de la crasse? La réponse est non. Ça peut créer une petite barrière et ne pas avoir toute cette condition de chaleur. Pour un traitement chimique, je pulvérise enfin, un produit sur une surface propre ou une surface nue. Pourquoi? C'est là où ma matière active et donc mon composant va vraiment bien adhérer et faire effet. Pourquoi je préconise le nettoyage la veille au soir avant chaque intervention? Parce que au moins, il m'aura enlevé au pire le produit qu'il aura appliqué lui-même, le petit truc, la petite astuce qu'il a trouvé sur internet ou je ne sais quoi. Mais en même temps, lors d'un deuxième et troisième passage, il enlève ma matière active à moi. C'est-à-dire que vu qu'on doit alterner les matières actives, qu'on parle d'une rémanence de 3 semaines, de 4 semaines, il y en a, ils parlent même de 12 semaines, je n'en sais rien. Je préfère qu'il m'enlève mon ancienne matière active pour que la mienne puisse fonctionner et qu'elle soit 100% efficace sur cette surface. Voilà. Est-ce que ça vous va comme explication? Et c'est beaucoup plus simple au client. Maintenant, le secret de ça, littéralement, c'est, tu as ta boîte ou si tu bosses tout seul, bah, ça, c'est autre chose, mais tu as une boîte. Tu vas avoir des commerciaux, tu vas avoir un directeur ou je ne sais quoi qui va vendre un devis. Normalement, ces choses-là sont expliquées. Ça ne veut pas pour autant dire que le technicien est un applicateur bête et discipliné, j'arrive, je traite et je me barre. Non, tu arrives, tu expliques encore une fois qu'est-ce que la punaise de lit,
ou le traitement que tu vas amener, mais il faut aussi que tu expliques pourquoi ça va marcher. Si tu expliques pourquoi ça va marcher, ton client, potentiellement, il va te respecter. Pourquoi? La parole du technicien a un poids beaucoup plus élevé que le reste. Parce que toi, tu es directement dans l'habitat de l'homme, tu es directement en face des gens. Donc le technicien, il faut qu'il réexplique les choses. Maintenant, le petit truc où les clients, ils ont un peu peur, c'est quand on leur dit: «Il faut que tu traites il faut que tu dormes chez toi ce soir». Les gens, ils disent: «Mais écoute, moi, je sers pas d'appât, je suis pas là pour patati patata». La plus grosse erreur, c'est d'aller dormir à l'hôtel, d'aller, dormir chez ma copine, d'aller chez ma mère ou je ne sais quoi, parce que je risque de diffuser l'insecte. L'explication à donner, c'est quoi? Vous allez voir au fur et à mesure du temps, des jours, vous allez avoir de moins en moins de piqûres. Généralement, le client, au bout du premier, deuxième jour, voit qu'il se fait moins piquer que lorsqu'on n'avait pas posé notre produit. Donc de là, il comprend en quoi, fonctionne ton traitement. Donc au fur et à mesure des passages, tu es assez tranquille, il le comprend et à la fin, ça t'évite aussi quelque chose, beaucoup d'appels qui servent à rien. C'est-à-dire un appel qui dit: «Bah, je crois que j'en ai encore, tu as vu, il y a un passage de garantie, je préfère que tu me mettes de produit, moi je sais pas». Si vous expliquez votre traitement et surtout l'insecte, vous évitez tout ça et vous avez une meilleure compréhension des clients. Je ne vous dis pas le contraire, qu'il y en a qui vont jamais respecter le protocole, mais ça, c'est pas la moitié des cas, hein. Si on explique bien, théoriquement, on peut faire du beau temps et voilà, tout simplement. À combien de temps tu viens faire un traitement, chimique? À intervalle de 10 15 jours. Pourquoi? On a un œuf, littéralement, il peut éclore à 7 jours. On te dit sans la température. Je suis pas à l'abri qu'il puisse éclore le 8e ou le 9e jour. Je préfère 10 15 jours où là, je suis bon. Si j'interviens à intervalle de 7 jours, je suis trop short. Si j'interviens à intervalle de 21 jours, c'est trop short aussi. Je préfère 10 15 jours et pour un planning, c'est plus simple de programmer une intervention toutes les 2 semaines. C'est ça, faut se mettre aussi à la place de son client et de l'employeur. C'est peut-être plus facile de dire, tiens, j'ai tous mes lundis ou tous mes vendredis, 15 jours. C'est peut-être plus facile comme ça plutôt que dire, 10 jours, ça commence à être bah, ça peut être compliqué. Après si on peut s'adapter, on s'adapte. Pour ça que généralement, ce qui se fait, c'est tous les 15 jours. Non. Donc Alors au le final, risque, c'est de votre dormir chez bricolage soi, expliquer à son client que pour faire sortir la punaise de lit, il va falloir qu'il dorme chez soi. Des fois, ça peut être compliqué cette notion-là à faire expliquer au client. La punaise doit sortir pour aller chercher et rentrer en contact avec le produit qu'on va utiliser, hein. Ouais, alors après, il y a une manière chouette de pouvoir l'expliquer. Donc là, c'est plutôt au niveau chimique. Quand vous mettez votre insecticide, en fait, au départ, il a son activité qui est forte. Donc il est frais, il est mis sur site. Il faut savoir que l'activité d'insecticide va diminuer au cours du temps. Ça, vous vous en doutez. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, si quelqu'un abandonne son lit pendant une semaine parce qu'il ne veut pas être piqué par les punaises et qu'il retourne après une semaine, en fait, il va plus se faire piquer en dormant après une semaine en dormant dans les 24-48 heures. Parce que l'insecticide aura perdu son efficacité et la chance que la dose létale ne soit pas atteinte est beaucoup plus importante. Donc il y a beaucoup de chances que la punaise qui sort de sa cachette, ou même l'œuf qui éclot parce qu'enfin il y a du CO2 et de l'activité dans la chambre, eh bien, le juvénile ou l'adulte qui va arriver dedans, la punaise va arriver dessus et va pas atteindre sa dose létale. Et donc c'est comme ça que vous créez des phénomènes de résistance et c'est comme ça qu'on va avoir un échec de traitement. Donc vraiment, quand vous avez un client qui vous dit «Mais moi, je ne veux pas dormir pour ne pas me faire piquer», expliquez-lui que s'il dort dans les 24-48 heures, l'insecte se fera tuer avant de piquer. Tandis que s'il dort après une semaine, il y a beaucoup de chances que pour l'insecticide, s'il a bien été appliqué, continue son action et fasse tuer la punaise de lit après quelques heures même, parce qu'en fait, la durée va être plus longue. Mais par contre, la personne va être piquée aussi. Donc voilà, donc c'est important de pouvoir le signaler. Et je pense qu'en expliquant ça, il y a beaucoup de gens qui vont être beaucoup plus attentifs. C'est ça, J'adore la totalement. redondance. Ouais, c'est très poétique, hein. Hem, moi, je vais vous poser une question à vous tous. Tu un client qui t'appelle, qui te dit: «Ouais, j'ai de la punaise de lit, j'ai des piqûres, machin, ce que tu veux» et tu vas proposer un traitement. Si le client, il te dit: «De toute façon, tu me fais que la chambre parce qu'il y en a que dans la chambre». Est-ce que tu fais que la chambre, en gros?
Voilà. N'oubliez pas un truc, heu, la personne, faut lui dire: «Ta punaise de lit nidifie sur du bois et du textile, tu peux la diffuser facilement». Pour le coup, pardon, même si tu te fais piquer dans ta chambre, qui me dit qu'il y en a pas dans le salon? Qui me dit qu'il y en a pas dans les autres pièces de vie? Donc dans tous les cas, sans détection canine pour essayer de me cibler ça pour un traitement, je fais tout le logement. On est d'accord là-dessus? Parce qu'il y en a beaucoup moi à chaque coup, c'est: «Bah non, je me fais piquer que dans le lit». Ouais, bah, voilà. Ça après, Frédéric, tu t'adaptes à ton client. Donc en gros, tu lui donnes les recommandations de ce que tu vois, tu vois? C'est ça. Après, au plus c'est Le en petit combi, au bonheur plus il y a d'achat, des cachettes, généralement, hein. ça marche pas. Mmh mh. Après, toi, quand tu dis tout l'état de la capacité de rangement de ton client, alors je suis d'accord, il faut s'adapter, et cetera. Après, l'horreur qu'on a tous quand on va intervenir, c'est les appartements surchargés, surtout s'il a tout balancé sur le canapé et qu'on nous laisse pas vérifier le canapé. Le canapé, c'est un des trucs qu'il faut absolument aller contrôler et si, on n'a aucun accès, les risques de rechute sont importants quand même. Donc c'est les vraiment sans pas forcément parler de Diogène. Dans le Diogène, on est dans l'extrême, on est dans la pathologie, donc dans autre chose. Des fois, on a juste de l'accumulation au fil des années parce que, bah, chez nous, tant qu'on déménage pas, même des fois en déménageant, on a tendance à accumuler, accumuler, accumuler plein de choses. Le problème du canapé, le problème de la punaise de lit, c'est qu'on va demander à éliminer, ranger, trier énormément de choses et des fois, les gens n'ont pas les solutions de rangement. Et puis, j'ai souvenir des fois d'appartements où, bah, je pense que Marvin a déjà eu les mêmes, hein, où, il y en a plein, ça a parlé, où tu veux même pas faire le tour du lit, au fait, pour aller traiter. Bon, tu fais: «Bon, bah, ça va être dur, hein». Voilà, donc des fois, ça peut être compliqué. Donc oui, faut voir aussi en fonction des capacités de rangement du client, mais dans ces cas-là, il faut avoir le discours de: «Bah, écoutez, si vous avez une cave, il va falloir qu'on mette les choses à la cave», ce genre de choses. Pour revenir sur les temps d'inoccupation, le pire qu'on peut avoir aussi, c'est, la personne qui dit, «Traité, je pars en vacances». Tu es quasiment sûr que tu vas avoir un passage dans le dos, hein. Mmh mh. En gros, en gros, de manière globale, un produit que tu as, un produit biocide, tu n'as pas le droit de l'appliquer sur une surface qui est susceptible d'être, en contact direct avec la peau de quelqu'un. Si tu prends un canapé, tu as le droit de pulvériser, pourquoi pas, au niveau des pieds, tu sais, tout le coffrage ici, mais tu n'as pas le droit de pulvériser l'assise ou autre, tu vois? Donc, une intervention chimique, d'un point de vue global, s'accompagne tout le temps avec du thermique. Où il te faut, par exemple, les bombes de froid. Pour un technicien, c'est moins lourd pour lui d'avoir un pulvé, une petite bombe de froid dans un sac que d'avoir un pulvé, la grosse machine vapeur et se taper 4 étages parce que l'ascenseur est en panne. Ça, je la fais courte et généralement, le technicien grince des dents. Donc tout ce qui est en surface, tout ce qui est en contact avec, la peau de quelqu'un, comme un matelas, comme l'assise d'un canapé, d'un fauteuil, de tout ce que vous voulez, ça se fait en thermique, soit à base de vapeur, soit à base d'une bombe de froid, tu vois? C'est juste ça. Les caisses en plastique de Lego dans la chambre des enfants, est-ce qu'il y a un risque d'en trouver dedans? Alors, juste ça nidifie sur du bois et du textile. Ça peut marcher sur du plastique, ça peut marcher sur du carrelage ou autre. Est-ce que tu peux en trouver dedans? Malheureusement, je te dirais oui, pourquoi pas. Mais est-ce que tu peux trouver une nidification dedans? Non. Après, Ça te va si comme t'as réponse? peur, au pire, ça peut passer au lave-vaisselle, hein. Alors, la visserie des lits, si tu veux, le métal, Franck, ça va être surtout un endroit où ils vont se cacher. C'est pour ça que je fais la différence entre nidification et là où tu peux voir des individus. Voilà pourquoi littéralement on fait tout le logement, tu vois? Maintenant, je sais de quoi tu parles, les configurations de certains de tes clients qui sont assez complexes. Ils respectent pas forcément le protocole ou autre, donc c'est vrai. Si tu as une population de punaises qui augmente, tu trouveras de la punaise de lit dans des endroits assez improbables. Moi, la plus grosse infestation que j'ai eue, c'était, des punaises de lit, ça faisait 6 ans que la personne en avait. J'en avais sur le balcon, au niveau du ballon d'eau chaude. J'en avais plein partout. Pourquoi? Trop d'individus dans toutes ces pièces-là. Alors, boîte de Lego, je veux bien si tu as du carton ou autre, mais là, on parle juste, tu sais, un espèce de bac plastique, tu vois? Alors, n'oubliez pas aussi que la prolifération des punaises de lit dépend également de tout ce qui a été fait comme test préliminaire au nettoyage, soit par les gens, soit par une autre entreprise avant. Donc, chaque insecticide qui n'a pas tué les punaises de lit
peut potentiellement avoir un effet irritant, répulsif. Et donc, à ce moment-là, on a des nids qui sont écartés du lit. Et donc, on peut en avoir un peu partout dans la chambre. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, comme vous le savez peut-être, donc au niveau des punaises de lit, en fait, il y a l'insémination traumatique. Ça veut dire que la femelle est procréée qu'une seule fois et qu'une fois qu'elle a eu ça de manière traumatique, elle s'enfouit, elle va créer un autre nid. Donc au plus vous avez de présence de punaises, au plus vous avez d'insémination traumatique et au plus vous avez de nids satellites dans une chambre, et donc ça peut après contaminer tout ton logement. C'était le détail Jackie et Michel de Vincent. Je te retiens. Après, vous voyez, dans des configurations où, par exemple, tu as une sacrée bibliothèque, beaucoup de bouquins ou autres. Moi, je suis désolé, je vais rien faire sur les bouquins. Je peux conseiller des choses. Donc, quand tu as un taux d'encombrement avec des bouquins, des bibelots, tu sais, des pièces de bois, des masques, tout ce que tu veux, ce que tu demandes, en fait, c'est tu demandes au client de vérifier. Et s'il voit quelque chose de bizarre là-dessus, il te met ça de côté. Comme ça, toi, quand tu viens dans le logement, tu vas vérifier ce qu'il y a. Maintenant, c'est chose fragile, hein, on peut conseiller la congélation, minimum 72 heures. Et j'insiste sur les minimums quelque chose. Si on peut en mettre un peu plus longtemps, ça va faire effet. Mais faire attention à tous ces bibelots ou autres. C'est ça, c'est ça. En fait, tu t'adaptes à ce que tu vois. Et ça, c'est la plus grande difficulté. Anciennement, on parlait d'un traitement en croix. Maintenant, on ne fait pas un traitement pour faire un traitement. On demande une investigation. On aimerait voir les logements adjacents. Parce que si ça se trouve, ton cas de punaise de lit, ça n'a pas commencé par là. Ou si ça se trouve, ça commence à se diffuser chez quelqu'un d'autre. Donc, il faudrait voir tous les logements adjacents, au-dessus, en bas, à gauche et à droite. Et ça, c'est très compliqué. Quand, par exemple, c'est un particulier qui t'appelle, bah, je fais pas partie de la police. Sont très rares les gens qui vont m'ouvrir la porte. Bonjour, je viens vérifier si vous avez des punaises de lit. Mais il faut essayer de le proposer quand même, cette investigation. Puis vous allez tomber sur la personne qui vous dit non alors qu'il y a des punaises de lit qui sont en train de partir sous sa porte. Vous allez tomber sur des cas un peu cocasses. Ouais, c'est ça. Maintenant, je vous pose une question. Maintenant, c'est le formateur qui pose des questions aux autres, alors que les questions-réponses, c'était pour nous, tu vois. Est-ce que je peux Maxime, protéger un logement adjacent? Est-ce que je peux protéger un logement adjacent? Est-ce que je peux essayer de protéger des chambres d'hôtel, des foyers? Est-ce que je peux essayer de le faire? Est-ce qu'il y a moyen que j'arrive à quelque chose? Je parle pas de 100 sûr, hein, il n'y a pas de garantie de résultat sur du vivant, mais alors, Maxime, tu pas le premier qui m'en parle de ça. Oui, avec de la terre de diatomée, avec du Nataro. Alors là, pour le coup, Nataro, je ne vois pas. Balai de porte, non. Toi, en fait, Nadia, tu es en train de penser au locataire en lui-même. On va penser, tu sais, aux cachettes potentielles et aux autoroutes de la punaise. L'autoroute de la punaise, j'appellerais ça quoi? Du câblage électrique, tu sais, t'as un mur adjacent, tu as le câblage électrique, de la tuyauterie. Une gaine technique, généralement, on voit un mur. Quand tout de la gaine, c'est du bois ou autre. C'est déjà arrivé que j'ai de la punaise de lit qui vienne d'une trappe à une autre. Voilà. Donc en gros, piège de glu ou autre. Alors voilà, tu as le gel de contact. Les gels de contact, je ne sais même pas si ceux que je vais citer existent encore. Il y a le Serpa Contact, il est plutôt pas mal. Il y a le Rampex, je ne sais pas s'il existe encore. Il y a le gel Tinox ou autre, où il y a ces gels qui sont un peu plus fluides. Ne soyez pas étonnés quand vous les mettez, qui sont un peu plus fluides qu'un gel silicone. Mais il y aurait la poudre insecticide. La poudre insecticide, je suis d'accord avec toi, mais mollo avec, hein, très dangereux. Ça s'applique dans failles et fissures et pas au contact du public. Scotch, Franck, ça, c'est plus truc et astuce. Voilà. On va dire plutôt le silicone. La punaise de lit n'est pas un insecte qui gratte. Est-ce que je peux calfeutrer quelque chose? Oui. Maintenant, est-ce que je suis sûr d'avoir tout calfeutré? Ça, c'est une autre question. Mais je pourrais essayer tout ça. Essayer de calfeutrer, donc je peux proposer de protéger quelque chose, ou essayer de mettre en place un gel barrière insecticide, où littéralement ces gels de contact feraient que ça me protège une zone au fur et à mesure du temps. Voilà.
Bioxyde de silicium, pour votre information, en fait, c'est de la silice amorphe. En fait, c'est ce qui permet de pouvoir avoir la même action que la terre du diatomée, mais sous forme liquide ou sous forme d'aérosol. Vous avez un spray aérosol, c'est généralement du dioxyde de silicium. Et après, effectivement, la terre de diatomée peut faire une barrière complémentaire, et cetera, parce que c'est une rémanence à long terme, et cetera. C'est pas inintéressant de l'utiliser. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, surtout dans tout ce qui est prise, et cetera. Attention à l'aérosol, par contre, dans les prises, au cas où, parce que Non, si vous recherchez un peu sur YouTube, on trouve un peu tout et n'importe quoi, mais ça marche très bien. Par contre, c'est pas non plus le truc révolutionnaire, mais ça apporte une rémanence à long terme qui peut être efficace et qui peut pas protéger un appartement, mais qui peut tempérer des infestations. alors Hélène, c'est vrai, moi j'appelle ça NaraSafe, mais si ça s'appelle NataroSafe, c'est moi qui ai confondu. Ça peut être Ah, il est bien bien, celui-là, ouais. mais attention au public. Généralement, on conseille de mettre ça dans l'encadrement du sommier. Problématique, chez moi, j'ai un chien qui se cache sous mon lit. J'aime bien soulever mon sommier pour aller le choper et le sortir, vu qu'il n'aime pas sortir. Donc le problème, j'ai un risque aussi que le public ait accès à cette terre de diatomée directement. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est son utilisation où il faut faire attention où est-ce qu'on va la placer. Voilà. Mm. Mais c'est vrai que celui-là, il est plutôt pas mal. Alors, en même temps, ça permet de vraiment protéger la terre de Damé et de garder sa rémanence à long terme, vraiment l'intérêt de tout ça. Pour ça, je le trouve, c'est un des pièges, personnellement, que je trouve le plus pertinent. Mais après, c'est comme pour toutes les boîtes à outils, on ne peut pas se fier que sur ça. Préventif dans l'hôtel, tu calfeutres les chambres à mort. C'est-à-dire, tu vas me poser du silicone sur toutes les failles et fissures et tu vas limiter la casse. Parce que si tu arrives bien à faire ça, potentiellement, tes 4 punaises de lit, tu n'auras pas de diffusion, mais ça va être surtout le locataire qui rentre dans la chambre qui t'aura déposé de la punaise de lit. Donc, tu peux mieux cibler le traitement. Mais maintenant, il faut l'expliquer à l'hôtel. Il y a des hôtels qui écoutent et il y a des hôtels, ouais, non, t'inquiète. Voilà. Mais calfeutrer un maximum. On a un insecte qui ne creuse pas du tout. Donc, pour le coup, tu calfeutres toutes les failles et fissures que tu as. C'est ça, et puis après, ça va être la prévention, ça va être la formation du personnel, ça peut être éventuellement certains pièges. Alors, je suis pas grand fan des pièges pour les punaises de lit, pour moi, c'est vraiment pour les hôteliers. Mais en gros, bah, les former à regarder, à avoir la vigilance quand ils vont changer les draps, comment il faut aspirer, etc. Et après, bah, quand il y a une infestation, ils nous appellent rapidement. Mais en gros, la prévention qu'on peut faire aussi, c'est via la formation pour qu'on ait la réactivité supplémentaire. On sait tous ici que c'est beaucoup plus facile d'intervenir sur une petite infestation de punaise de lit que sur une chambre d'hôtel où vous avez les têtes de lit qui sont complètement blindées. Oui, c'est ça, c'est la détection précoce, effectivement, hein. Et donc, si on a une détection précoce, et là, il y a plein d'outils, hein. Il y a des bandes collantes, il y a des pièges, il y a aussi le trou des textes, que vous avez peut-être forcément vu des informations. Et au plus vous détectez une infestation ou une présence tôt, de manière précoce, au plus facile sera l'élimination. Parce que protéger un hôtel contre les punaises de lit, c'est impossible. Vous pouvez protéger la nidification ou l'installation des Mmh. punaises, mais vous ne pouvez pas protéger l'intégration de punaises de lit, puisqu'en fait, ça veut dire qu'ils doivent interdire aux clients de venir dans l'hôtel, ou bien ils doivent passer tous les clients dans une chambre thermique. Ça va être compliqué. Mmh mh. Ça peut être marrant. Pourquoi pas, hein. Au moins, en calfeutrant au maximum une chambre ou autre, tu vas limiter la nidification et donc cibler ton traitement. Ça va être un peu plus simple, hein. Là, je te parle en tant que technicien, ça va être plus simple. Est-ce que le particulier peut utiliser le trou des textes? Je ne sais pas comment ça s'écrit. Bah, ça s'écrit quasi comme ça va. Je sais pas s'il est vendu pour le particulier. Sur le coup, Ça Alors, n'est le pas trou des encore textes, vendu. Le, Mmh. le trou des textes, c'est pas un biocide, donc c'est-à-dire que légalement, il est accessible à n'importe qui. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète très fortement, c'est la manière dont il sera utilisé. Parce qu'en fait, vous devez savoir que le trou des textes, en fait, il a une mesure, sa mesure de positivité de punaise de lit, elle est vraiment sur les protéines qu'on trouve sur la cuticule de l'insecte. Et donc, il y a un temps bien précis entre le moment où on va frotter et qu'on va avoir le résultat qui va s'afficher par l'élution du produit. Donc, ça veut dire que si à un moment ou à un autre, on laisse trop, on va avoir quasi que du positif.
Et en fait, on va trouver plein d'autres types d'insectes, des entraînes, des athagènes, des cafards. En fait, il faut savoir que vous allez avoir une détection positive, mais qui ne va pas être positive aux punaises de lit, mais à la protéine qui sera détectée de la protéine, qui sera plus aussi sélectif que si vous avez fait un tour de lit et que vous avez respecté les temps d'utilisation. Donc moi, ce qui m'inquiète, s'il arrive un jour dans les mains des particuliers, c'est qui va bien l'utiliser dans les particuliers, sachant que déjà dans les prestataires, est-ce que tout le monde lit les étiquettes jusqu'au bout? Mais alors dans les particuliers, là, je pense qu'il n'y a personne qui lit les étiquettes, donc c'est compliqué. Et puis le résultat, il faut vachement l'interpréter, hein, parce qu'il y a, je vais pas dire beaucoup de faux positifs. Je vais tempérer ce que je veux dire. Il y a quand même des fois des utilisations qui sont faites qui tendent à avoir des faux positifs. Donc faites attention à ça. Si j'arrive à avoir une autre truc. Je peux? Oui, vas-y. Je vais vous dire ce que j'en pense. Le trou détecte, c'est pas un produit biocide. Donc théoriquement, de toute façon, tu me dis si je me trompe, est-ce qu'un prestataire 3D pourrait vendre des trous détecte à de l'hôtellerie en expliquant comment ça s'utilise? Tout à Voilà ce fait. que font certains amis à moi. C'est pas du tout idiot, bien au contraire. Et puis même, on sensibilise le client à trouver des traces de punaise de lit et à avoir un outil qui pourrait révéler, pourquoi pas, qu'il y a de la punaise. Maintenant, juste un truc, le trou détecte, je ne l'utiliserai pas à outrance, honnêtement. Moi, le premier signe qui me montre qu'il y a de la punaise de lit, c'est la piqûre caractéristique, ce fameux collier de perles, les 3-4 points d'affilée. Si j'ai pas ça, ok, j'irai voir s'il y a des traces de déjection. Si j'ai pas ça, ok, là, j'utiliserai le trou détecte. Pourquoi? Au niveau d'un diagnostic, on ne va pas se mentir, le public ou autre n'a pas forcément confiance au discours que tu vas avoir, mais va avoir confiance à un support. De là, pour de la détection où je n'ai pas mes indices qui montrent qu'il y a présence de punaise de lit, j'utiliserai le trou détecte pour prouver qu'il n'y a pas de punaise de lit. Maintenant, j'ai un positif, je me dis, tiens, c'est peut-être le début de quelque chose. Parce qu'en début d'infestation, il n'y a pas forcément de nidification, c'est peut-être derrière la plante, derrière la prise ou autre, donc je ne verrai rien. Donc voilà comment j'utiliserai le trou détecte. Je suis un prestataire, je formerai le personnel, je vendrai ça à de l'hôtellerie, foyer ou autre, quelque chose qui a un brassage de population, et je viendrai vérifier tout ça. Voilà. Mais si j'ai mes indices de piqûre et de déjection, à un moment, pourquoi j'utiliserai du trou détecte? Le chien détecteur, il peut détecter les punaises de lit mortes. Enfin, jusqu'à combien de temps il peut détecter la punaise? Ok, Non, il y a j'ai Vincent qui a fait une formation plus complète que moi. Il y a le texte. Non, non, mais t'as raison. C'est pour ça la meilleure détection canine, c'est la détection canine qui travaille avec des individus vivants. Voilà. On dirait le bon et le mauvais chasseur. Ouais, c'est ça. Là, Ouais, tu vois, il y a le chien et le sang, mais c'est pas pareil. Et alors, on avait une autre question aussi, comme ça on parcourt déjà toutes les questions et après on peut continuer sur tous les autres questions qui vous viennent à l'esprit. Et voilà, je trouve que l'échange est très chouette. Donc la question, c'était par rapport à l'ozone. Donc vous savez, bon, ici ça a été présenté comme un canon ozone. Donc il faut savoir effectivement qu'aujourd'hui, il y a des générateurs d'ozone qui sont de plus en plus mis en avant contre les acariens et d'autres types d'arthropodes. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ozone, c'est un peu comme les UV. Donc ça veut dire qu'en contact direct, il est démontré qu'il y a une efficacité. Donc vous avez vraiment l'ozone qui est généré en surface sur les supports et qui intervient directement sur les arthropodes, donc les acariens ou les punaises de lit. Ça peut marcher effectivement. Maintenant, le problème qu'il y a aussi, c'est l'ozone dans un volume. Donc là, c'est la question qui nous a été posée, c'est que si vous avez un générateur d'ozone, vous allez faire dans un volume, en traitement de volume. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai vu peu d'études qui sont vraiment très claires par rapport à ça. Il y en a certaines qui sont pour, d'autres qui sont contre. Donc, il y a à boire et à manger là-dessus. Sur l'efficacité, alors sur tout ce qui est virucide, bactéricide, au niveau aérien, oui. Mais sur les insectes, moi, j'ai quand même un gros doute, personnellement. Alors, après, au niveau de la législation par rapport à ça, c'est une législation qui est assez compliquée au niveau européen, il faut le savoir, parce qu'en fait, vous n'avez pas un biocide que vous appliquez, parce que l'ozone devient biocide, puisqu'il y a une volonté de tuer, un objectif de tuer. Par contre, ça devient ce qu'on appelle la fabrication in situ. Donc, ça veut dire que c'est un générateur qui va fabriquer l'ozone à partir d'oxygène, à partir de l'air, en fait, ambiant. Et là, il y a un problème parce qu'aujourd'hui, c'est une zone un peu grise au niveau européen qui est en discussion. Je sais que j'ai discuté beaucoup avec les autorités européennes par rapport à ça. Et ils m'ont répondu qu'à ce jour,
les exigences qu'ils ont par rapport à ça, c'est en toute logique, il doit être certifié CE, ça c'est clair, net et précis. Il doit délivrer une quantité stable et continue qui doit être mesurable. Il doit avoir un système de sécurité, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faut savoir que si vous restez dans la pièce avec une ozonolyse, ben, vous allez prendre plus cher que les insectes. Donc voilà, donc ça c'est super important. Il doit y avoir un stop automatique s'il dégage trop d'ozone. D'ailleurs, la plupart du temps, ce sont des cellules d'ozone et donc ça passe dedans. Donc les cellules sont très petites. Et avoir un générateur d'ozone pour toute une pièce, c'est compliqué. Et enfin, il faut avoir une efficacité démontrée. Donc voilà, il y a quand même plusieurs éléments qui sont aujourd'hui compliqués pour utiliser ça demain. Voilà, ça c'est ma vision sur Donc, les ce choses. sera jamais utilisé sur la punaise de lit, littéralement. Moi, j'aime jamais dire jamais parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis, je pense qu'Hélène avait fait un très très bon article par rapport à ça. La différence entre le produit, l'efficacité et le marketing. Parfois, on peut mettre du beau marketing sur quelque chose qui ne marche pas bien. Et donc, quand on a une belle assiette mais rien dedans, malheureusement, ça peut quand même marcher. J'ai eu des expériences comme ça, donc voilà. Alors, par rapport au traitement thermique, quand on commence à dire, ah, vas-y, bah, Marvin, vas-y, lance-toi, t'as fait coucou, vas-y, allez, Non, non. Alors, Hélène, vas-y, tu veux allez. l'avis formateur ou l'avis Marvin? Non, je rigole. Mais pour le coup, le traitement par air chaud, le traitement par air chaud, il peut être efficace. Théoriquement, le thermique, tu as une incidence sur l'œuf. Donc, théoriquement, un passage suffit. OK? L'avis Marvin, ça, Nadia, tu as bien retenu ma formation. Moi. Bref, grosso modo, ça fonctionne. Quels sont les critères pour ce type de traitement? À qui se fier? Il y a plein de prestataires. Maintenant, tu vois, même je te dirais, je peux me fier à n'importe quelle boîte. Ça dépend du technicien. Ça dépend de celui qui va manipuler, ça dépend de celui qui va faire la prestation. Donc, c'est pas se fier à un prestataire, c'est voilà, si tu tombes sur quelqu'un de sérieux, un technicien sérieux, minutieux ou autre, enfin, ça dépend de la personne en face. Maintenant, ils te mettent plein de sondes. Ils te mettent plein de sondes pour vérifier cette température. Cet air chaud est brassé, on va vérifier ça. Maintenant, pour le coup, voilà, Franck fait de la pub au bon contact. Le bon contact, voilà, c'est bon, tu as fait ta pub, Franck. Et il y a tous les autres qui sont là-dessus. Maintenant, moi, un traitement thermique, je suis désolé, c'est pas totalement thermique. Il y en a beaucoup qui complètent ça à l'aide de terre de diatomée, de gel, barrière insecticide. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a ça de chance qu'un insecte n'ait pas eu toute la condition de température. Il y a ça de chance que l'œuf n'a pas eu toute cette condition de température. Pourquoi? Parce que moi, je ne sais pas où sont les nidifications. J'essaye de monter une pièce en température, je tombe sur un parquet, je tombe sur une moquette sur un parquet, du papier peint ou autre. Combien ai-je de température? J'espère que j'ai fait monter cette température à, je sais pas, 60 degrés dans cette pièce pendant un certain temps. Et je dis bien j'espère. Donc, je complète mon intervention avec ces gels insecticides ou la terre de diatomée. C'est toujours complété comme ça. Alors, moi, je vais rajouter de toute façon la terre de diatomée, ça va être une nécessité pour ce genre de traitement, surtout sur tous les alentours, en fait, des pièces. Pourquoi? Parce que quand tu vas monter en température, est-ce que tu crois que tes insectes vont attendre bien sagement, rester en place pour cuire? Non. Au niveau de la vitesse de chauffe, il faut monter suffisamment vite, mais attention, pas trop, parce que si tu montes trop vite, tous tes murs et tes matériaux, ils vont pas du tout aimer le choc thermique qu'ils vont prendre dans la tête. Donc, faut monter gentiment en température suffisamment vite pour éviter que les insectes se barrent. Et en fait, le truc, voilà, pourquoi tu mets du gel de contact ou tu mets de la poudre de terre de l'atomée pour que l'insecte aille dessus, pour éviter qu'il aille dans les appartements voisins, parce qu'en fait, tu vas avoir des insectes qui vont partir. Ils vont partir aussi dans tout ce qui est VMC, ils vont aller se réfugier dans les endroits les plus froids. Au niveau des sondes, bah, il faut vraiment aller les cacher l'endroit les plus loin possible de là où tu vas chauffer. Pourquoi? Parce que si tu prends ta sonde que tu mets à la sortie de ton canon, comme je vois certaines sociétés font, bah, devant ton canon, c'est chaud. C'est bien. Mais est-ce qu'au fin fond, à gauche de ta pièce, c'est chaud? Non. Donc, tu n'auras pas forcément de résultat. Au niveau de la chauffe, si une société te dit, nous, on chauffe à fond, on anime tout à fond, va pas dedans parce que ton placo, il va craquer, hein. Donc, il faut vraiment faire très, très, très attention à la mesure de la chauffe qu'on a. C'est pareil au niveau des températures. Si tu commences à aller sur des 65-70 degrés, tu vas commencer à faire des dégâts sur tout ce qui est électroménager, etc., notamment les télés.
Ta télé, si elle est droite, à la fin de ton traitement, elle est incurvée, bon, si elle est bien incurvée, tu as de la chance. Si ça fait un S, c'est déjà beaucoup plus embêtant. Donc, le traitement thermique, c'est bien, c'est fiable. Voilà, chacun son avis dessus. Après, il y a des solutions complémentaires qui peuvent se mettre avec, parce que ne se fier qu'à ça, ça marche, mais vraiment, je ferais que 100% qu'à ça, ça peut me paraître un petit peu quand même, voilà. Puis là, comme l'a dit Arvin, le gel insecticide de contact. Il peut y avoir aussi des pulvérisations complémentaires sur les chambres d'à côté, il peut y sortir de choses comme ça. Mais on ne peut pas vraiment que. Enfin voilà, attention à la maîtrise qu'on doit avoir de ça. C'est comme pour tous les traitements, il faut que ce soit bien fait parce que sinon on va faire n'importe quoi. Tout à fait. C'est exactement ça. Et alors, vous devez savoir qu'il y a plusieurs systèmes de techniques, hein, puisqu'en fait, vous avez du matériel qui est en monophasé ou en triphasé. Là, je rentre un peu dans la technique. Et donc, ça veut dire que généralement, il y a de moins en moins, enfin, et certainement quasi pas d'endroits où on peut avoir du triphasé en intérieur. Donc, souvent, on doit avoir un générateur extérieur. Donc, quand il fait -6 à l'extérieur, que vous avez votre générateur thermique à l'extérieur et que vous avez un canon à chaleur qui doit souffler par les fenêtres pour chauffer le bâtiment, voilà, je pense que la perte énergivore est quand même très importante. Après, de nouveau, comme toutes les techniques, c'est pas une technique à écarter parce que dans certains cas, ça peut avoir vraiment une plus-value d'utiliser cette technique-là à condition de bien la maîtriser. Voilà. J'ai répondu à Alors, l'écrit. Julien, t'as pas parlé là. On t'a pas entendu. non, parce que j'ai coupé mon micro. En gros, c'est oui, si bien formé. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Voilà. Non, Et tu as juste fait effectivement, si j'appuie un pas pas sur le d'avance bouton pour avec tes doigts. ça marche pas. Bah, en fait, c'est une communication, c'est voilà, lingua, c'est italien, on parle avec les mains. Ouais. La terre du Pierre de diatomée, pour Diatomée, les de toute façon, dessus, elle présente un c'est quand danger. même un excellent produit, une excellente technique qui a l'avantage, la terre du diatomée, c'est que tant qu'elle n'est pas humidifiée, elle reste active. Donc, on parlait de rémanence. La terre du diatomée, elle a deux actions. La première action, c'est que les terres du diatomée vont couper, faire des petites coupures dans la cuticule de l'insecte. Et la deuxième, c'est qu'il va y avoir dessiccation de l'insecte par ces coupures. Et donc, tant que ces produits sont là, mais en fait, si c'est pas mis à l'eau, il n'y a pas trop d'humidité ou quoi que ce soit, le produit reste actif. Donc, enfant tes fissures dans les gaines, tant que c'est à sec, vous avez une très belle rémanence là-dessus, du coup, euh, que ce soit laboratoire ou autre, sauf s'il y a plein de poussière qui arrive au-dessus. Et là, ça peut vraiment avoir un bel intérêt. Donc, c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus. Dans l'autre sens, la thaliotomée sous forme de poudre, ça, je tiens quand même à faire attention. Attention, protection respiratoire parce que la granulométrie est très fine, donc ça peut attaquer toutes les voies respiratoires, d'accord? Ça, c'est très dangereux. Par contre, une fois qu'elle est bien mise, à ce moment-là, c'est très, très bien. Vincent, je te laisse répondre à cette question. Ah ben, c'est une Ouais, très, c'est très, la très bonne Cassini, ouais. question. Donc, en fait, il y a beaucoup de sujets pour l'instant au niveau même européen et français. Donc, on parlait du dioxyde de silicium et on parlait de diatomée. Il faut bien se rendre compte qu'il y a quand même une grosse différence de qualité entre une terre de diatomée donc qui a des années et des années qui s'est formée, d'accord? Ce qu'on appelle les produits 100% en terre de diatomée. Mais ça, je vous laisse aller voir dans les AMM parce que je ne suis pas là pour faire du commercial. Et vous avez effectivement des produits qui sont à base de diatomée ou dioxyde de silicium qui ont une action qui est identique, mais par contre, l'efficacité n'est pas du tout la même. Et ça, je rejoins totalement la question. Je vais revenir sur ce qui a été un petit peu dit sur la table de la tonneau en poudre, parce que Marvin l'a aussi dit. Quand vous allez chez des gens où chez eux, on a l'impression que c'est Pablo Escobar, c'est couvert de blanc, là, je pense que tout le monde voit un peu le genre d'appartement que je vois. Dites-leur de nettoyer, hein. Parce que ce que ça fait à l'insecte, ça le fait aux yeux, ça le fait aux bronches, ça fait à tout le système respiratoire. Surtout quand ils ont des enfants en bas âge, etc., qui pensent que c'est une bonne idée. Non, non, c'est pas du tout une bonne idée. Ouais, ouais. Alors, c'est pas une impression que tu as, c'est la terre diatomée en bombe tient mieux le support que celle en sachet. C'est pas du tout une impression. Maintenant, ça ne veut pas dire que vu que tu viens fixer la terre de diatomée au support, que tu ne portes pas de masque, que tu ne portes Ah pas oui, de non, mais filtre. clairement, oui. L'applicateur est en danger, entre guillemets. Il faut mettre ces EPI, malgré que c'est un aérosol que tu viens appliquer de la terre de diatomée sur une surface grâce à un cocktail de solvant ou autre, elle est quand même dangereuse lors de l'application. Donc, que les techniciens se protègent.
Moi, j'ai une question de curiosité, Vincent, vu que tu t'y connais bien niveau produit ou autre. Aïe, aïe, tu mets la pression, là. On est d'accord, la terre de diatomée, c'est comme des fines lames de rasoir, hein. L'insecte rampant passe dessus, il se coupe la cuticule et va mourir de dessèchement plus tard. Je pose la question parce que ça me trotte dans la tête depuis que j'ai commencé dans ce milieu-là. C'est pas bon, Est-il ça. possible qu'un insecte renforce sa cuticule pour que la terre de diatomée n'ait pas d'effet sur elle? Alors, à ce jour, il me semble pas avoir entendu déjà de résistance sur une terre de diatomée. Maintenant, je pourrais me renseigner, je regarderai un petit peu. À ce jour, moi, j'ai jamais entendu de résistance sur la terre du diatomée. Par contre, effectivement, ce que tu dis n'est pas faux parce que souvent, tu as la cuticule qui peut se renforcer pour éviter qu'un agent actif pénètre la cuticule pour entrer dans le système sanguin. Mais là, il faut Ouais, savoir que dans ce cadre-là, ce qui se passe, c'est que, en fait, si tu veux, il faut savoir que les produits doivent être liposolubles, d'accord? Donc, ok. solubles dans tout ce qui est solventé, donc solubles dans les graisses. Et souvent, les produits que vous avez des émulsifiants. Donc, ça veut dire que quand vous avez un produit concentré, vous mettez 95% d'eau, on va dire, et 5% de produits actifs. Et donc, à un moment, il va se disperser. La majeure partie de ton produit, en fait, est de l'eau, d'accord, avec l'émulsifiant et tout ça, qui permet de Ouais, bien garder la solution. Donc, la cuticule peut se renforcer, pardon, pour éviter qu'un agent soit liposoluble suffisamment pour pénétrer la cuticule. Par contre, la terre du diatomée, c'est différent. Il faut savoir que tous les insectes, en fait, et certainement les plus petits, donc acariens et punaisolis, ils ont un genre de wax. Donc, ils ont comme une huile, ouais. si tu veux, sur la cuticule. Ils ont une partie un peu graisseuse. Et c'est cette partie-là qui va être desséchée avec en plus les effets abrasifs. Donc, voilà, techniquement, je ne sais pas s'il peut y avoir une résistance ou pas. Moi, j'en ai pas connu à ce jour, mais je vais me renseigner et on communiquera l'information. C'est une très bonne question. Ouais, juste savoir si un insecte pourrait renforcer sa cuticule pour éviter cet effet abrasif, tu vois, c'est juste ça. Aujourd'hui, à froid, je te dirais, je pense que non, mais je vais Ouais. vérifier, comme ça j'aurai une réponse complète. Ok, ok. Et alors, il y a une autre question qui était très intéressante, qui avait été posée par Maxime, et j'ai vérifié dans le chat, il n'était plus là. Mais je vous la réponds à tous, mais après, je vais l'envoyer également à Maxime, qui était présent. Donc, on parle beaucoup d'intoxication des chats à la permétrine. Et ça, c'est un réel sujet, hein. Donc ça, faites bien attention. Et alors, quand on dit la permétrine, c'est parce que la permétrine a été la plus souvent utilisée dans les produits grand public et également dans les produits antipuces. D'accord? C'est pas pour ça que les autres pyrétrinoïdes sont sans effet sur les chats. Donc attention, quand il y a des chats chez un de vos clients, quand vous devez faire un traitement punaise de lit, il faut bien expliquer que les chats ne doivent pas être là et essayer à ce moment-là de minimiser tout contact entre le chat et le produit. Alors, je vous prends des chiffres ici que j'ai trouvés, hein, vous allez trouver ça sur Santé Vet et tout ça, vous avez plein d'informations. Donc, par voie orale, donc une dose de 200 mg par kilo. Donc, je ne sais pas si vous voyez, hein, un chat, ça fait 5 kilos, donc ça fait 1000 mg. Donc voilà, c'est vraiment pas grand-chose. Et alors, en cutané, ça peut être de 50 à 100 mg. Donc, on parle vraiment de pas grand-chose en substance active, en contact avec le chat qui peut créer un problème. Alors, de toute façon, par rapport à ce que dit Vincent, normalement, quand il y a des animaux de compagnie ou même des enfants, on est censé revoir notre façon de travailler, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a des produits insecticides qui sont quand même plus soft pour tout ce qu'animaux de compagnie. Ça, je pense que je viens d'écrire, ça joue là-dessus aussi. Voilà. Oui, ça je l'ai vu aussi, oui. Alors, il me Euh, semble que le peut-être Tinox, par exemple, est un peu plus adapté pour les animaux de compagnie que les produits insecticides classiques. Maintenant, c'est quand même à revérifier sur l'étiquette. D'accord? ouais, regarde De toute l'étiquette, mais façon, je crois que le supersymétrole te parle de litière. Voilà. le Super Et Symmetrol te la parle de litière, en litière, oui. fait, en gros, tu... Certains phobies aussi, certains produits de la gamme phobie. voilà. Mais c'est juste que, tu vois, quand tu as quelqu'un qui se lance dans ce milieu-là, 3 jours pour avoir le certibiocide et essayer de comprendre les produits, c'est facile, mais on n'apprend pas un métier. Donc, je pense qu'il y en a, quand ils lisent le mot litière, c'est pas idiot, hein, et ils traitent la litière. Voilà. C'est un petit peu le souci avec les produits en phase transitoire.
C'est pour ça qu'à EasyPest, on fait des certis sur toutes les cibles pour vous aider à renforcer vos connaissances dessus. Après, c'est pas une bêtise, c'est vraiment 3 jours, ça t'apprend pas un métier. Donc si tu veux te former, tu as des entités de formation qui t'aident pour chaque cible. Mais moi, je veux juste un truc. Comme j'ai dit à tous les stagiaires, et il y en a qui sont présents ici, si vous avez un souci, une question ou autre, vous avez mes coordonnées. Je préfère que moi, j'ai une règle simple. Tu te mets en sécurité, tu mets en sécurité le public, tu mets en sécurité l'environnement. S'il y a un des 3 où c'est un peu chaud, où tu peux pas respecter ça, je vois pas pourquoi tu mets en place ta méthode. S'il y a n'importe quelle question, les stagiaires reviennent vers moi et je leur réponds directement, même des fois le dimanche devant téléfoot. Voilà. C'est spécifique. Dans son planning, il y a téléfoot plus réponse de stagiaire. Je te jure. Tu crois que la machine vapeur, je l'ai trouvée comment? T'as eu de la chance, non? Avec de la chance. Moi, franchement, j'ai eu les yeux qui saignent hein, pendant 2 heures. Elle a vraiment trouvé. Nanani, nanana. Que pensez-vous de l'azamétyphos? L'azamétyphos, c'est un organophosphoré, c'est franchement quelque chose qui est plutôt pas mal, qui est vraiment plutôt pas mal. Voilà l'avis que j'ai. Merci Hélène. Bonne soirée. Merci Hélène, bonne soirée à tous. Ben, Pas la à tous. zamétyphos, si je peux rajouter, en fait, la zamétyphos a un intérêt au niveau de la lutte anti-résistance, puisqu'elle a un mode d'action totalement différent que les pyréthrinoïdes, hein, donc ça c'est clair qu'il y a un bel intérêt là-dessus. Maintenant, voilà, comme tout type de produit, il y a un intérêt technique, mais il faut toujours faire attention à l'utilisation au niveau toxicologique et écotox. Donc, quoi qu'il en soit, Mm. voilà, c'est pas pour rien que c'est le dernier organophosphoré, hein. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Enfin, autorisé, parce que quand j'ai vu qu'en France il y a du sniper qui arrive, Oui, mais Oh, mais généralement, qu'est-ce ils que achètent tu as leur contre le téléphone sniper? sur Internet, hein. Mais le sniper, ça marche bien. Tu vas voir un magasin de perruques, t'as du sniper. Pas mal. c'est ça. J'ai j'ai les poudres mouillables. Alors, là, la poudre mouillable qui reste, que je connais, pour moi, il reste que le citron. À l'ancienne, il y avait le Non, t'as Ficam, le Tinox aussi. Ah, qui le sont pas Tinox. mal. Pour moi, c'est un granulé que tu mets dans Oui, l'eau. c'est un granulé hydrosoluble, si on veut être juste. Mais bon, pour Je le suis commun désolé, des le mortels, ils vont support dire est poudre. important. Vous voyez la différence? Le support est important. Tu as raison, tu as raison, tu as très très bien raison. Je veux dire par là, en fait, des fois, c'est pas le produit, mais comme j'ai dit au début, ça va être le support qui va t'aider, tu vois? Si tu as un truc avec beaucoup de cachets potentiels ou autre, ou un truc qui potentiellement tu as de la poussière ou autre, tu vas chercher ce type de support pour avoir cette rémanence. Voilà. Il y a des fois où tu vas utiliser une émulsion, des fois une poudre mouillable, des fois un produit visqueux, et cetera, et cetera. Donc c'est plutôt pas mal suivant la situation. Voilà. Mais après voilà, Bah, le stress, l'avantage de la pourquoi le poudre site? mouillable, c'est que ça t'apporte une rémanence. Donc c'est un des avantages au fait, et tu peux avoir, du coup, ça t'offre d'autres types de rémanence que le microcapsulé ou les autres qu'on utilise plus classiquement. À usage unique, le sniper. Pur. Si vous avez bien regardé le reportage, pur. Très important. Faites pas ça. Hmm. Maintenant aussi, ce que vous pouvez conseiller aux gens, moi je sais que des fois ils m'écoutaient, même beaucoup de fois, les gens ils te disent: «Ouais, mais t'as pas un produit à me conseiller, t'as pas un truc à me donner» ou je sais pas quoi. Littéralement, expliquez-leur qu'ils jouent avec leur aspirateur. Un aspirateur à sac, passe-moi le coup d'aspi partout, tu m'enlèves des mues, des cadavres, potentiellement des œufs, des insectes et tu me jettes le sac ensuite à la poubelle bien fermé. Et il faut expliquer que l'aspiration peut fortement aider. Donc je préfère qu'ils s'amusent avec un aspirateur que du capot, du raid ou du bégon ou, pour rentrer dans la blague de Julien, le sniper. Voilà. Donc c'est vrai que l'aspiration peut aider. C'est vrai qu'ils peuvent décaler les meubles des murs, mettre du scotch double face au niveau des pieds pour faire un espèce de détecteur ou autre, pour qu'ils voient des petits résultats, mais donner des trucs et astuces aux particuliers. Essayer de les sensibiliser à ne pas utiliser des produits qu'ils trouvent même à Leclerc, Auchan ou autre ou sur internet. Si tu leur prouves que ces choses qui sont simples comme l'aspiration ou autre aident à un traitement, ils vont le comprendre pareil qu'un traitement chimique au fur et à mesure du temps et ils vont voir qu'ils vont t'aider. Pourquoi? Parce que s'ils voient des résultats, ils vont forcer la chose et donc continuer de le faire. Voilà. Mhm. C'est juste.
Et là, c'est là où je lâche mon micro. Oui, j'allais dire, parfois tu dis des choses chouettes, hein. Trop ce mec. Ouais, Non, si tu lâches ton micro, c'est-à-dire que tu lâches ton PC, il est mais cassé. attention, je dis des choses chouettes, mais après les heures de travail. C'est pas pareil. Mais en plus, ce que tu dis, c'est bien parce qu'en plus, le problème, c'est que tous les gens qui vont utiliser du capot, du raid, machin et tout, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste augmenter la résistance de la punaise de lit aux insecticides. Donc c'est même Et, contre-productif et en plus, ça coûte de l'argent. ils vont tuer ton traitement que tu proposes. Toi, tu appliques un Et le produit, mélange des produits biocides, bah, c'est interdit. Voilà. Alors, c'est clair, net et précis, hein. Un biocide, en fait, vous avez un mélange de produits qui est sous une AMM avec plusieurs substances actives dedans. Il est interdit de mélanger deux produits, deux AMM différentes. Donc, vous ne savez pas ce qui va se passer, parce que parfois vous allez être contre-productif, puisque en fait, Mhm. vous avez un produit qui peut carrément casser l'émulsifiant de l'autre, donc vous pouvez avoir quelque chose qui va être catastrophique. Sans compter les dégâts que vous pouvez faire au mur. Et alors surtout, ça n'a pas d'intérêt, parce qu'en fait, vous allez surdoser. Et alors, n'oubliez pas une chose, vraiment un point clé, tous les pyréthrinoïdes ont un effet répulsif. Donc quand vous surdosez, d'accord, vous avez un effet répulsif également, un effet trop irritant, et donc vous risquez de rater votre traitement parce que vous surdosez. Moi, j'ai eu de nombreux cas comme ça où j'ai dû suivre parce qu'il y avait soi-disant des cas de résistance, et le gars, il surdosait comme un sauvage. Donc, ça puait tellement qu'en fait, la housekeeper ne voulait pas, donc la femme responsable du nettoyage, sorry, hein, je parle toujours en anglais, euh, refusait qu'il y ait quelqu'un en dehors une semaine dedans, donc il y avait un problème à ce moment-là, puisque comme j'expliquais, le produit était plus assez actif. Et deux, le problème, c'est que les punaises de lit n'étaient pas mortes, elles se barraient en fait avant de sentir le produit, quoi. Donc voilà. Je répondais à Grégory. Genre. Qu'est-ce qu'il me raconte, C'est un peu de la Grégory? provocation, là, Grégory. Bon, Grégory, prochaine fois, c'est toi qui présente alors, hein. Mhm. Et puis autre chose, de mélanger les produits, j'ai envie de te dire une chose, c'est que tu n'as pas confiance en ton produit, c'est que tu connais pas ton produit, c'est que tu as vraiment peur. Tu te rassures en ajoutant quelque chose ou autre. Aie confiance en ton produit, essaye de le comprendre et quand tu l'appliques, tu verras les résultats. Ça ne sert strictement à rien de mélanger deux choses différentes, hein. Voilà. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser au produit. Je sais que ça peut être lourd de lire des documents, de regarder ce qu'il a dans le ventre. En comprenant ta gamme de produits, tu sauras l'utiliser et tu auras confiance en elle. C'est vraiment le b.a.-ba de ton traitement, en fait. Et pour les fonds de cuve, il n'y a pas de contradiction pour les mélanger dans les contenants voués au recyclage. Non, parce qu'on parle de fond de cuve. Tu vas pas, genre, à la fin de ton intervention, tu as pas 2 litres d'effluent. Voilà. Et puis ton Alors, pulvérisateur, normalement, il est censé être nettoyé après chaque pulvérisation, quand même, hein, au cas où. ouais, et puis, je vais vous dire autre chose. Quel est le risque de mélanger deux produits, comme je vous expliqué? C'est de casser la force active de vos produits, de vos substances actives. Donc, quand vous avez un fond de cuve, donc qui est déjà un produit dilué, que c'est vraiment. Alors, il ne faut pas un fond de cuve de 3 litres sur les 5 litres, hein, sur vos plus de 5 litres. Quand on parle d'un fond de cuve, normalement, ça va être vraiment à la fin le fifrelin. Donc, ça, plus potentiellement les petits produits de rinçage, parce que le fond de cuve, vous allez le rincer. Donc, vous allez déjà diluer, et donc vous allez avoir un mélange de produits très fortement dilués. Et s'il est plus actif, c'est pas grave. Par contre, il peut rester problématique, mais il ne sera plus actif. Ah, j'ai vu ça, ouais, ça me parle. Thermidor, Biopron et Chaotril, j'en ai entendu parler, ouais. Bah non, c'est interdit. Au mieux, ton produit est inefficace. Au pire, j'ai pas envie de savoir ce que ça fait. Voilà, Alors, c'est c'est bien, ça ma réponse. Thermidor, c'est fipronil, c'est fini. En avril, c'est fini. Il a fait de Ouais, Bioprène, bah l'espace. c'est pour du ça, esmétoprène. le C'est du Thermidor est pas fait pour esmétoprène, la c'est du punaise de lit. régulateur de croissance. Et le chaotrine, oui, c'est la deltamétrine. Ouais. Mhm. Mais oui, j'en ai entendu parler de ça, effectivement. Il y a des dingues. Ouais, tu sais, il y a pire, C'est hein. la bougie spéciale pour passer le stock. Non, mais c'est bien parce que c'est un produit Produits thermique, punaise de plus un qualité. régulateur de croissance, plus c'est pas mal. Quitte à Alors, être Sarah, interdit, autant aller jusqu'au bout. Moi, honnêtement, ouais, vas-y, Marvin. je vais répondre à Sarah, vu que c'est une question technique et vu que j'ai fait sciences et techniques de laboratoire, tu vois. Alors, grosso modo, qu'est-ce que j'en pense de phobie punaise, bioprène, mythique en troisième passage, si quatrième, Tinox granulé? Moi, je te pose la question, Sarah, pourquoi tu mets pas ton Tinox en premier passage? Là, je te pose vraiment cette question sérieusement. Dis-moi pourquoi tu ne le mets pas en premier passage.
Au inox, hein, à base d'azamétyphose, qui est un organophosphorus. Je préfère le dire pour tout le monde. En gros, dès que je vois ta réponse, je réponds directement. On est effet débusquant. Alors, euh, là, je parle comme mon nom, qu'ancien tech. L'effet débusquant sur la punaise, je ne parie pas sur ça. Pourquoi? Je suis là à mettre des matières actives, des produits. Je parie pas sur le fait que je débusque l'insecte, je parie sur le fait que mon insecte va sortir de sa cachette potentielle et se manger le produit que j'ai appliqué. Donc cet effet débusquant, je peux te l'accorder, mais moi je le mets de côté. Ça, c'est mon avis. En gros, ça va sur les gammes de produits que tu me dis. Mes techniciens disent qu'ils ne se mélangent pas bien dans le pulvé et ne veulent pas le prendre. Parce que la dilution d'un Tinox, d'un citral ou autre, tu mets d'abord un fond d'eau, tu mets ensuite le sachet. Là, le Tinox, il faut ouvrir le sachet. Il y en a qui m'ont mis le sachet de Tinox directement dans les cuves. Même, ils m'ont dit, ouais, ça se dilue pas. Alors, faut l'ouvrir, le sachet. Voilà. Mais grosso modo, un fond d'eau, les granulés, tu complètes avec de l'eau, tu secoues un peu et tu auras dilué ça. Voilà. Marvin, moi j'ai Après, une c'est juste question. que Est-ce que sur. le carton, faut le retirer ou pas? J'ai un doute. Tu n'as pas fait Estelle, Julien. Donc, grosso modo, pour le coup, moi, j'utiliserai le Tinox en premier passage. Pourquoi? J'ai affaire à du particulier, j'ai affaire à des gens qui sont piqués par des punaises de lit, quelque chose qui t'amène en stress. Je rajoute même certains autres éléments. Je suis père de famille, mes enfants seront piqués, ça m'embête qu'ils se fassent piquer. Je préfère attaquer par quelque chose qui va m'offrir vraiment un bon dégât sur l'infestation de punaises de lit. Je veux que mon client se rende compte que mon traitement fonctionne. Donc, je mettrai d'abord mon Tinox pour avoir vraiment cet effet choc au fur et à mesure de mes 2 semaines de latence, tu vois. Pour un deuxième passage, je mettrai mon petit phobie punaise. Et pour le troisième, je mettrai soit le mythique, soit le bioprène. Mais en gros, c'est dans cette optique-là que je mettrais cet ordre-là vis-à-vis des produits que tu proposes. Puis-je conserver une préparation du... Alors, le problème, Sébastien, quand tu me prépares un produit, tu me prépares une cuve, tu as ta cuve de 5 litres, 2 litres, n'importe quelle cuve. Ton produit, tu l'as à l'état brut, tu le dilues dans de l'eau dans une cuve. Est-ce que le produit est fait pour tenir dans de l'eau pendant une certaine période? La réponse, c'est non. C'est pour ça que normalement, on te dit, tu fais la bonne dilution pour le bon mètre carré pour en fait ta prestation. Un produit qui est dilué dans de l'eau va te créer des émanations ou autres, donc en plus de ça, va ronger les joints de ton pulvé ou autre. Donc, question d'un mauvais élève, c'est plutôt un élève un peu flemmard. Je me dis, je me fais 5 litres, je m'embête pas, ça va me durer dans le temps. En fait, tu te desserres parce que je ne sais pas si j'aurai 100% d'efficacité de mon produit le lendemain. Je ne sais pas. Et en plus de ça, je détériore mon pulvé. C'est la seule chose que je peux te dire là-dessus. C'est ça. En fait, quand tu arrives sur ton appartement, pour savoir la bonne quantité que tu dois préparer, tu regardes par rapport à la surface de l'appart de la zone que tu vas traiter et tu ne prépares que la zone que tu vas traiter. L'avantage, c'est qu'une fois que ton pulvé il est vide, là, les pchit, 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 tu sais que c'est fini, tu le rasses un petit peu, t'éponds ton eau de lavage chez le client parce que tu ne rajoutes pas de matière biocide et ça, c'est toléré. Alors, eau de lavage, tu fais pas un pulvé de 5 litres, tu fais pas une piscine chez ton client. On n'est pas là pour noyer les punaises de lit, hein, c'est pas le but. Et après, du coup, tu pars avec un pulvé vide et propre. En plus, la question, c'est est-ce que ton pulvérisateur est un moyen de transport de produits biocides? Non, c'est un moyen d'application. Il peut fuir, il peut Voilà. goûter, etc. On sait tous que les pulvérisateurs, c'est pas forcément 100% étanche. Donc, dans la voiture, tu pourrais mettre des produits biocides renversés et tout. Donc, il n'est pas fait pour. Et en plus, bah, du coup, comme a dit Marvin, tu vas tomber sur un produit qui va plus être efficace. Tu penses avoir gagné du temps, sauf que tu vas te taper un quatrième passage de garantie. En voulant gagner 5 minutes, tu as perdu 2 heures. Moche. N'oublie pas, Booba a dit, c'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Voilà. Je sais pas. Voilà, si quelqu'un a l'explication, je veux dire. Merci Marvin. Voilà. Alors, qui veut répondre au niveau du véhicule? Ou je dis moi? Alors, je vais y aller. Oui, le véhicule, au fait, ça doit être un produit dédié à ça, avec une ventilation. Alors, ventilation, ça peut être un trou d'un côté et un trou de l'autre, c'est pas forcément une aspiration mécanique. Avec une cabine de conducteur séparée, oui, c'est extrêmement conseillé.
Après, sur le et quoi d'autre, eh ben, tu dois avoir normalement une trousse de premier secours, tu dois avoir une réserve d'eau, tu dois avoir des bacs de rétention pour tes produits biocides, tu dois avoir de quoi gérer tes poubelles, dont tes effluents. Parce que tes effluents liquides, je vois pas ce que tu vas en faire si jamais tu n'as pas de quoi le faire. Le rinçail, ça va avec la trousse de premier secours, effectivement. De quoi ranger correctement ta voiture, parce que si tu peux pas la ranger, qu'au premier rond-point, tous tes produits ont foutu le camp, bon, c'était bien une bonne idée de les ranger. Et après, bah, séparer les zones propres des zones souillées, séparer tes EPI des biocides, séparer tes insecticides de tes rodenticides pour éviter d'avoir du transfert d'odeur. Voilà, c'est des règles courantes, en fait. Vous les avez dans le sortie biocide quand vous les avez passées. Mais ce que tu dis, oui, c'est ça. L'absorbant, très important, effectivement. Et les FDS aussi. Oui, les Ah, FDS. je Après, l'avais les écrit. FDS, il est dégoûté. Les FDS, C'est c'est vache. toléré de les avoir que sur le Mais j'ai téléphone. rajouté à jour. Vraiment. À jour. Ouais, à jour, oui, à jour. Sur le Bien joué. téléphone, ça veut dire sur Google. Sur le téléphone, c'est un fichier dans le téléphone. Ouais, t'as un Au cas où. espèce de recueil. Et voilà. Ouais. Et FDS, ça veut dire quoi? Avec un permis de conduire valide, ouais, oh, ça c'est surfait, tu sais, maintenant. Faire du service, non? Frais de service, exactement. Bah, il y en a bien qui sont à vélo, hein. Pas besoin d'un permis, hein, quand tu as un vélo. Ouais, je dis ça, j'ai rien. Vive Paris! C'est ça. Donc voilà. Et En tout faites cas, attention n'hésitez aux pas à nous FDS. envoyer un email. Envoyez-nous un email aussi, vos retours, ça nous ferait super plaisir. Voir si vous aimez bien la formule, les sujets qui vous intéressent aussi. Comme ça, on peut faire ça, comme je vous ai dit, hein, sur les rongeurs, sur la législation, sur peut-être, pourquoi pas, hein, la gestion des véhicules. On peut faire ça sur tous les Ouais. sujets. Je pense qu'on est assez pour pouvoir vous aider sur la plupart des sujets. Et voilà, si ça vous plaît, ben, on en refera. Voilà, simplement. Ici, c'était un petit essai qui a été formulé à votre demande. Et donc, du coup, voilà. Bon, si ça vous a plu, c'était Ah ouais, chouette, ouais. c'est un plaisir partagé. Mmh. Si vous avez encore d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à envoyer un petit mail, hein, on vous répondra avec grand plaisir. Voilà. Ah, ça y est, Franck se déconnecte. Ah, c'est bon. Mmh. Bah, merci à vous aussi pour vos échanges, hein, parce que c'est aussi vous qui faites vivre ce genre de format, hein. S'il n'y avait pas d'échange, on serait trois devant une caméra à pas se raconter grand-chose. Si vous n'avez En pas même posé temps, de quand on questions, ce sera échange avec entre plaisir. passionnés. Pardon, Marvin. Non, je disais, en même temps qu'on échange avec des passionnés, c'est passionnant. C'est beau comme Ah, formulation, c'est non? beau. Voilà. C'est un peu poétique aussi, hein. Non, mais après les heures de travail. Et encore, tu l'as jamais vu en soirée. Oh, j'attends de voir ça. Tu vu, il a écrit Easy Pest, hein. Bon, bah, ça marche, À hein. bientôt pour ce podcast Question, bonne d'intérêt. soirée à Plaisir de tout le vous monde. avoir. Bon repos du guerrier à tous. Ouais, bonne soirée à tous, bon repos. Bon apéro.